Symbole de l'immensité africaine, la savane s'étend à l'infini. Ville frontière, ouverte à la fois sur les hauts plateaux du Kenya et sur l'océan Indien, Mombasa est soumise pendant des siècles aux influences africaines, arabes, indiennes et européennes. Du fait de sa situation, elle témoigne du formidable foyer culturel que fut et que demeure encore cette région de l'océan Indien. Mombasa est un point stratégique. Elle est considérée comme la porte vers l'Afrique de l'Est. Et c'est aussi un point d'accès vers la mer. Et la collaboration commerciale est naturelle entre les différents peuples et les différentes communautés qui cohabitent dans la région côtière. Les gens des Comores, de certaines régions du Mozambique, de Mombasa, Kilwa et Lamu, ainsi que d'autres régions, collaborent entre eux. Et le poids économique que nous pouvons avoir, nous le devons à la cohabitation de toutes ces communautés. Depuis les remparts du fort Jésus, construit par les conquérants portugais à la fin du XVIe siècle, nous découvrons l'océan. Quittant Mombasa, nous allons mettre le cap en direction de l'île de Zanzibar en Tanzanie, puis de Mayotte située dans l'archipel des Comores. Longeant la côte nord de Madagascar, nous ferons escale à Nosy-Bé, puis à Diego Suarez, avant d'atteindre l'île Maurice, terme de notre voyage à la découverte des îles de l'océan Indien. Ce voyage, nous allons l'effectuer à bord de l'Adriana, un petit paquebot de 5000 tonnes embarquant à son bord 250 passagers. Le commandant, longtemps habitué à conduire son navire sur les eaux glacées qui bordent la Norvège ou le Spitzberg, vit cette nouvelle aventure et l'approche de Zanzibar avec intérêt et une certaine curiosité. Simple point posé sur une carte, certains noms exercent un étrange pouvoir de fascination sur les marins et les voyageurs. Zanzibar est de cela. Cette partie de la côte des Noirs, c'est-à-dire des Anges, comme l'appellent les Arabes, d'où son nom, Zanzibar, a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est. C'est à bord de ces mêmes boutres à voile latine et aux mains inclinées qui animent aujourd'hui encore le port de Zanzibar qu'arrivent au Moyen-Âge, fuyant les persécutions religieuses, les Chiraziens de Perse, puis les Arabes d'Oman. Un temps aux mains des Portugais, le comptoir commercial qui ne cesse de se développer passe sous le contrôle des Omanais en 1698. Végétant loin du pouvoir central, le destin de Zanzibar bascule au début du XIXe siècle, avec l'arrivée au pouvoir de Saïd Saïd. Fasciné par Zanzibar l'africaine, l'imam de Mascate fait bâtir un palais, puis décide, en 1840, d'y transférer la capitale de son empire. À cette époque, Zanzibar devient le centre de la culture swahili, dont la langue, fruit de la symbiose entre les influences arabes, orientales et africaines, était devenue la langue des commerçants et des navigateurs de l'Est africain. L'activité commerciale de Zanzibar n'est pas seulement tournée vers les côtes africaines ou vers les pays de la péninsule arabique. Les Kotia ou les Do
Solides embarcations indiennes poussées par les vents de mousson accostent à Zanzibar, chargées de soieries et de porcelaine. L'influence indienne se retrouve dans la décoration des maisons swahili. Les pointes cuivrées qui ornent les lourdes portes servaient, dit-on à l'origine, en Inde, à dissuader les éléphants utilisés au combat de s'approcher trop près des habitations. Subtils entrelacs de motifs végétaux mêlés aux versets du Coran, les sculptures qui ornent les entrées sont d'authentiques chefs-d'œuvre. C'est le sultan Saïd Saïd qui introduit au début du XIXe siècle la culture du clou de girofle. Décrétant qu'un giroflier devait être planté pour tout cocotier existant, il fait de Zanzibar une île aux épices. Voilà, ceci est un giroflier. Maintenant, regardez là-haut. C'est là que se trouve le fruit du giroflier, le clou de girofle. Pour le cueillir, vous devez grimper dans l'arbre, jusqu'en haut. Combien de fruits y a-t-il dans un arbre? Ça dépend. Ça peut aller de 5 à 10 kilos. Ça varie d'un arbre à l'autre. Après, vous les faites sécher. Avec 70% de la production mondiale, Zanzibar demeure aujourd'hui encore le premier exportateur de clous de girofle. Près du port, dans la pénombre des entrepôts, plane l'odeur âcre et entêtante de l'épice et le souvenir des esclaves africains qui y travaillèrent pendant près d'un siècle. Dans le port de Zanzibar, en proie à une tranquille agitation, des dizaines et des dizaines de boutres, comme inextricablement enchevêtrés les uns aux autres, attendent leur cargaison. Rien ne semble avoir changé depuis des siècles, quand ces mêmes embarcations assuraient le transport des marchandises le long de la côte africaine. En 1852, à l'époque de la grande prospérité de l'île, 150 navires européens et 600 navires arabes accostent à Zanzibar. Mais ce que beaucoup d'entre eux viennent charger, ce ne sont pas des épices, mais des esclaves. Il y avait un grand marché aux esclaves ici. La cathédrale que vous voyez là était située juste à côté du marché. C'était le plus important de l'Afrique de l'Est et du Centre. Beaucoup de gens ont été vendus ici pour être envoyés vers les pays arabes, l'Inde, Madagascar, l'île Maurice et les Comores. Bon nombre d'esclaves amenés du Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, du Malawi, de Zambie, ont transité par ici, entre 45 et 50 000 chaque année. Les villages étaient envahis. On emmenait les esclaves de force en utilisant des armes à feu. Certains étaient vendus par les chefs africains eux-mêmes. C'était un business. Les Indiens finançaient le projet, les Européens venaient acheter. Chacun avait sa part de responsabilité. Les esclaves étaient gardés dans des chambres d'esclaves, comme celle-ci. Ils vivaient dans des conditions effroyables. Bon nombre d'entre eux mouraient étouffés ou alors mouraient de faim. Ils étaient gardés dans des conditions terribles. S'éloignant des côtes africaines, l'Adriana met le cap vers le canal du Mozambique et l'archipel des Comores.
le navire est agité par une houle violente. Située pourtant à plusieurs centaines de kilomètres, une importante dépression cyclonique en est sans doute la cause. La direction d'un cyclone pouvant changer brusquement, le capitaine compare en permanence la route de l'Adriana et celle de la dépression. Comme vous pouvez le voir sur ma carte, nous suivons très exactement le cyclone tropical, pour naviguer en toute sécurité, bien sûr. Le cyclone est resté 2 ou 3 jours au même endroit, puis il est parti au nord, avant de redescendre vers le sud, puis encore plus au sud. Fort heureusement, il a dévié sa route environ 200 milles de la Réunion pour se diriger vers le sud-ouest. C'est fréquent à cette époque de l'année? Oui, dans l'océan Indien, janvier-février, c'est la période cyclonique par excellence. Les cyclones commencent en décembre et on en voit jusqu'en avril. Mais les pires sont en janvier et en février. À l'approche de Moroni, la capitale de Grande Comore, la houle est toujours aussi forte. Impossible de se mettre à l'abri dans le port, pas assez profond. Inquiet de devoir annuler l'escale prévue, le commandant tente de mettre une chaloupe à la mer. Prenant vite conscience de l'impossibilité de débarquer ainsi, il tente de la retenir. Mais trop tard, elle largue les amarres et s'éloigne du bateau. Malgré la vision de la chaloupe ballottée comme une coquille de noix, certains passagers, certainement déçus de ne pas débarquer, donnent quelques conseils de navigation. Et pourquoi il ne met pas le bateau en travers comme ça à ce moment-là? Le bateau, il faut garder les moteurs. À partir du moment où tu vas mettre l'ancre, il va se mettre face au vent. Il ne va pas rester dans la même position. Je voudrais connaître la position de votre annexe. Et si vous avez des problèmes? Non, j'ai envoyé mon annexe. J'essaie de la positionner le long de mon bateau pour voir s'il est possible de débarquer les passagers. Mais impossible, c'est beaucoup trop dangereux. Garant de la sécurité de ses passagers, le capitaine prend la décision de quitter les rivages de Grande Comore et met le cap sur l'île de Mayotte, où il a l'assurance de pouvoir accoster. Accompagnés par la pilotine du port de Longoni, nous arrivons en vue de l'île de Mayotte. Avec leurs chants répétitifs et lancinants accompagnés de percussions, habillées du chiromani traditionnel, sorte de grand sari dont elles se recouvrent la tête de l'une des pointes, ces femmes qui nous accueillent sur le quai de Longoni témoignent de l'origine africaine des Comoriens.
L'île de Mayotte, en réalité un archipel composé de 3 îles, est recouverte d'une végétation tropicale exubérante. Ici ou là, dans les clairières, on y découvre le squelette de bangas en construction. Ces cabanes de bambou qui abritent l'indépendance adolescente des garçons marquent également le respect des jeunes Mahorais pour les traditions. Mais pour combien de temps encore ? La barge reliant toutes les demi-heures les îles de Grande et de Petite Terre arrive à Mamoudzou, la ville la plus importante de l'île, débarquant une foule hétéroclite et bigarrée. L'île de Mayotte a 3 origines. L'origine africaine, parce que ce sont essentiellement des Bantous, les Mahorais. L'origine musulmane, parce qu'il y a eu des Arabes qui sont venus de Shiraz et qui ont introduit l'islam à Mayotte. Et il y a cette origine française, donc il y a ce mélange-là. Mais malgré tout, malgré ce mélange et malgré cette entité géographique, l'appartenance à la France, elle est très forte. Après être devenue française en 1841, quand Andrian Tsouli, un prince malgache converti à l'islam, la vend au roi Louis-Philippe, Mayotte décide de le rester quand l'archipel des Comores, dont elle fait partie, devient indépendant en 1975. Pourtant, si l'île est française par son statut, elle reste comorienne dans sa culture et ses traditions. Je cherche un tissu très bien pour aller justement parce qu'on a un événement là bientôt, le samedi, et je dois être belle. Voilà. Au-delà des costumes plus colorés et lumineux les uns que les autres, et des 2 langues, le shimaoré d'origine bantou-swahili et le shibushi d'origine malgache que seule une oreille avertie peut distinguer, la plus belle tradition que perpétuent les femmes mahoraises, c'est le maquillage fait de bois de santal et de corail mélangé. Il y a différentes façons de porter les maquillages. Il y a les maquillages qui se portent quand au marché, c'est pour la protection contre le soleil. Parce que comme il fait chaud, il faut que les maquillages soient épais, ça se porte. Une fois à la maison, ça se porte autrement. En fait, c'est plus fin, c'est la beauté, c'est pour attirer le mari, pour s'embellir. La femme mahoraise joue un rôle très important dans la vie de tous les jours. Elle est omniprésente. Elle gère le portefeuille de son mari, elle s'occupe de l'éducation des enfants, elle est le maître de la maison. D'autre part, dans la vie politique de tous les jours, c'est aussi une femme qui est battante. Prenez l'exemple de Zenam Dere qui est décédée récemment. Elle s'est battue toute sa vie pour la politique, pour l'appartenance de Mayotte à la France, pour que Mayotte devienne française. Tandis que la barge continue son va-et-vient rituel entre les 2 îles, nous quittons Mayotte et mettons le cap sur Madagascar. Au petit matin, après une nuit de navigation, nous arrivons à Nosy-Bé.
Quand le bateau est à l'ancre, je reste à bord pour des raisons de sécurité. Vous ne débarquez jamais? Non, sauf si le bateau est taqué. Ancrée à quelques encablures du rivage, l'Adriana est bientôt rejointe puis entourée par une flottille de pirogues à balancier chargées de fruits tropicaux et de coquillages. Vente aux passagers, troc avec les membres de l'équipage. Malgré la distance séparant les marchands de leurs clients, la bonne humeur règne sur ce marché flottant improvisé. Les canons de marine qui gardent la baie de Nosy-Be ne protègent plus rien. Avec ses rues bordées de maisons à colonnes, dont certaines pourtant en ruine ont conservé élégance et harmonie, Andohani, la capitale de Nosy-Be, est un véritable musée à la gloire de l'administration coloniale française du XIXe siècle. À quelques kilomètres d'Andohani, la cité d'Ambanoro témoigne elle aussi d'une prospérité disparue. Arrivés à Ambanoro au XVIIIe siècle, des Indiens islamisés, les Antalaotra, aussi appelés les gens de la mer, commercent avec les Comores, l'Afrique, l'Arabie et l'Inde naturellement. Avec l'ouverture du canal de Suez en 1869, la rapidité accrue des bateaux à vapeur, les dos indiens comme les boutres arabes sont réduits à faire du cabotage pour le commerce local. Les Antalaotra quittent Nosy-Be, rendant Ambanoro à la nature et au sac à lave. Nous sommes des sacs à lave. Et comme moi, je suis sac à lave. Sac à lave, mais musulman. Je suis né ici, sur le village d'Ambanoro, c'est-à-dire à Mardouka. Notre grand-père s'appelle le même nom que moi, le père d'Amada, le prince de Nosy-Be. C'est moi qui ai hérité son nom, Abderman. Tout le monde me respecte. La grande mosquée d'Ambanoro est aujourd'hui abandonnée. Réduite au silence, elle disparaît inexorablement devant la progression des racines de banians et de flamboyants géants. Ce village, aux anciens temps, c'était des Africains et des Arabes, des Indiens. Les Arabes, c'est les transporteurs des marchandises ici. Et les Indiens, c'est les revendeurs ici. On achète des vêtements, de l'huile, des savons et tous les produits. Il n'y a pas de bateau maintenant. Il n'y a pas de bateau du tout. Parce que vous voyez les quais comme il est. Hein. Il y a déjà au moins 100 ans là, il n'y a personne qui vient. Regrette beaucoup. De retour à Andohani, nous nous arrêtons un instant devant le marché. Le temps d'admirer l'élégance et le charme des femmes sac à lave. Si Nosy-Be est aujourd'hui reconnue comme l'île au parfum, elle le doit en grande partie à la culture de l'ilang-ilang.
Dès que l'on quitte les faubourgs d'Andouani, les plantations s'étendent à perte de vue. Tiens, voilà des fleurs d'ylang-ylang. Elles ne sont pas encore tout à fait sèches, mais c'est bientôt la saison de les ramasser. Les arbres ont cette forme biscornue parce qu'on facilite comme ça la cueillette. On n'a pas besoin de monter avec des échelles à une hauteur importante. C'est très très facile de travailler à hauteur d'homme. Une fois qu'on a fait de la cueillette, on compacte ces fleurs-là par 100 kg. Ces 100 kg sont jetés dans l'alambic, dans l'eau bouillante. Ensuite, l'alambic, par le système du col de cygne, envoie la vapeur dans un serpentin dans l'eau froide et on récupère de cette vapeur, on récupère ainsi un mélange d'eau et d'huiles essentielles que l'on récupère dans cette petite bouteille. Ces huiles essentielles servent à la fabrication de tous les grands parfums du monde. Ce sont des produits rares quand même. Un litre d'huile doit se négocier aux environs de 500 francs français, le litre, hein, au départ de Nosy Be. En longeant la forêt primaire qui occupe la presqu'île de Lokobe, rien ne laisse supposer que Nosy Be est devenue en quelques années une destination à la mode, attirant les touristes fortunés du monde entier. Fort heureusement, certains rivages restent encore à l'écart du phénomène. Situé au bord d'une plage bordée de cocotiers, composée de quelques cases, le village d'Ampasipoi vit paisiblement à son rythme. À moins d'une centaine de mètres du rivage, la forêt est déjà très dense. Suivant Zaïdou, un jeune du village, nous pénétrons au plus profond de la forêt à la recherche de lémuriens. Quelques-uns de ces primates arboricoles, dont on dénombre près de 30 espèces à Madagascar, vivent dans la forêt de Lokobe. On a deux espèces différentes. Et la premièrement, on a vu déjà tout à l'heure, ça s'appelle nocturne, c'est vivre la nuit. Donc maintenant voilà la deuxième espèce, ça s'appelle macaco. Le noir c'est mâle, le marron c'est femelle. Notre découverte de Nosy Be s'achève. Nous retournons à bord de l'Adriana qui lève l'ancre aussitôt en direction de Diego Suarez, notre prochaine escale. Dans la salle de restaurant, Carlo, le maître d'hôtel, rassemble son équipe pour la réunion quotidienne qui précède le dîner. Rituellement, elle commence par la lecture du menu. Good evening, sir. Good evening. Cocktail de crevettes is a shrimp cocktail. Velouté aux champignons is a mushroom cream soup. Lasagne du chef is a Italian pasta. Toujours il me manque Venise, comme la mon famille. Toujours, j'adore la vie de marin. Je suis marin. Moi, je ne suis pas capable maintenant de travailler à terre. Quand je suis à terre, après un mois, 40 jours, je regarde la montre.
J'ai dit, maintenant, mon garçon, ils sont à restaurant, il va préparer les assiettes, il va préparer les nappes, il va préparer les serviettes et tout ça. Et je dis rien avec ma femme. Pourquoi? Je ne veux pas qu'ils pensent que je ne suis pas content de la maison. Je suis bien content de la maison. Mais les bateaux, je l'avais ça dans le cœur. Ça va? Vous avez bien dîné? Content? Merci. C'est très important la journée. Ça va, Bien que précédés dans leur découverte par les navigateurs arabes, Diego Suarez, Antsiranana pour les Malgaches, doit son nom, dit-on, à deux amiraux portugais, Diogo Diaz et Fernando Suarez, qui abordent Madagascar au début du XVIe siècle. Situé au fond d'une baie de 156 km de long, Diego Suarez est symbolisé par son pain de sucre. Après avoir été un repère de pirates au XVIIIe siècle, elle naît véritablement en 1888 avec l'arrivée des Français qui y installent une garnison. Mais la particularité de Diego, comme l'appellent les inconditionnels, c'est que tous les groupes sociaux qui la composent sont étrangers. Les premiers venus, c'est les Arabes. Les seconds venus, donc ça sera les pirates, on va dire les pirates, le corsaire, les pirates qui ont laissé beaucoup d'enfants. Les Portugais sont venus, ensuite les gens du Sud sont remontés, les Antémours sont remontés. Les Antémours sont les spécialistes des pousse-pousse, les Bessémissarques, sont spécialistes du petit commerce. Et puis donc dans les musulmans, nous avons les Kodja qui sont spécialistes du grand négoce, les Bora qui sont plutôt dans la quincaillerie, et puis les Chinois, on a quelques Chinois, des Chinois Ka surtout, qui sont là, pas beaucoup, une quarantaine de familles. Nous avons à peu près tout un échantillon du monde entier à Diego. Tenant à la fois du marché africain et du souk oriental, le marché est le lieu de vie par excellence. On y achète naturellement des fruits, des légumes, des épices, mais on s'y promène, on discute, le tout dans une incroyable bonne humeur. À Madagascar, on pile les brettes de manioc. Et ça, ce sont les brettes de manioc. Il faut les piler pour manger. Ça peut durer 10 à 15 minutes. Après, on les mélange avec la viande et du coco. Plat de brettes de manioc. Madagascar a succédé aux Caraïbes comme dépôt des trésors des pirates. Il y a eu jusqu'à 2000 pirates, 3000 pirates ici, 300 navires, il y en avait partout dans l'île. Libertalia est quelque chose, les gens disent c'est une fiction, non, c'est pas une fiction. C'est des pirates de hasard, ils avaient pris un bateau, ils ont dit nous on veut bien être pirates, mais pas des pirates comme tout le monde, on va prendre un drapeau blanc et on va mettre pour Dieu et la liberté, puis il dit on va chercher quelque chose à créer une république à nous, où les noirs, les blancs, les jaunes, les esclaves seront libres. Et c'était une république d'utopie, elle a duré 15 ans ici, c'est ça Libertalia. Histoire ou légende, il ne reste rien de Libertalia, comme il ne reste rien de l'hôtel de la Marine. Construit au début du XXe siècle par un riche chercheur d'or, ce palace de style néo-mauresque n'est plus qu'une ruine rongée par le temps. Diego, c'est une ville qui est née en 1888 par la volonté des militaires français.
Donc il y avait un agent voyer qui était militaire, et lui il a demandé qu'on cesse avec le bois après des gros incendies. Il a dit, moi je veux maintenant qu'on construise des maisons en pierre, enfin en dur. Et on a eu deux styles, celui de la maison du gouverneur et celui des maisons à colonnes, à balustres, bon, qui ont duré jusqu'à maintenant. Diego est caractérisé par ça. Et caractérisé aussi par ces rues droites, tir au cordeau, parce que c'est les militaires qui l'ont fait. La belle maison qui est à côté de nous, qui est une maison préfabriquée française, comme le marché, comme le premier marché, type préfabriqué d'Europe, du temps d'Eiffel. Et c'est une maison du temps d'Eiffel. Il y a eu des exemplaires en Guinée, partout. Et il reste à Madagascar, à Diego uniquement, 2 maisons comme ça, qui étaient des maisons énormes pour les officiers. Une fois encore, nous reprenons notre route. La pluie qui s'abat sur Diego enveloppe le pain de sucre d'un voile opaque. Après avoir franchi la passe qui marque l'entrée de la baie, nous mettons le cap au sud en direction d'un ciel menaçant et de l'île Maurice, notre prochaine et dernière escale. Au matin, le soleil brille à nouveau au-dessus de l'océan Indien. Tandis que les passagers profitent de leur dernier jour en mer, l'équipage poursuit son travail, contrôlant et entretenant sans relâche les organes vitaux du navire. Nous produisons 25 à 30 tonnes par jour, mais c'est insuffisant pour nous. Avec 250 passagers et 100 membres d'équipage, nous aurions besoin d'environ 65-70 tonnes par jour. La capacité de nos réservoirs est de 350 tonnes. Et aussi, nous devons choisir des ports qui nous permettent de faire le plein d'eau potable. Il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons le faire, comme la Réunion, Longoni, et bien sûr l'île Maurice. On approche bientôt des côtes mauriciennes, escortés par le bateau pilote de Port-Louis. Française jusqu'en 1715, puis anglaise, l'île de Paul-et-Virginie prend son indépendance en 1968. L'apparente insouciance cache une réussite économique dont Port-Louis est la vedette. Dans les années 70, les dirigeants de l'île créent la zone franche et misent sur le textile. La croissance est au rendez-vous et vaut à Maurice son surnom de dragon de l'océan Indien au début des années 90. On quitte l'Adriana pour l'effervescence de la capitale où se côtoient les Mauriciens d'origine européenne, indienne et chinoise, qui se retrouvent dans une langue commune, le créole. De 100 000 habitants en 1835, la population de l'île a aujourd'hui dépassé le million d'âmes, dont près de 80% originaires d'Inde. Au milieu des quartiers modernes de Port-Louis, subsistent encore les symboles du passé.
comme la statue de Mahé de Labourdonnais, premier gouverneur de l'île en 1735. Sous son impulsion, la colonie, baptisée alors l'île de France, se transforme en relais florissant de la route des Indes et attise la convoitise des Anglais, qui l'emportent en 1810. La reine Victoria trône aujourd'hui encore face à l'hôtel du gouvernement. Au Xe siècle, l'île Maurice est utilisée par les marins arabes comme base de ravitaillement. Les Hollandais sont les premiers à s'implanter dans l'île, mais les cyclones, les pirates et la sécheresse ont raison de leur tentative. Les forêts, qui recouvraient à l'origine l'île entière, ne représentent plus aujourd'hui que 5% du territoire, comme ici, dans le parc national des Gorges de la Rivière Noire. Au XIIIe siècle, Marco Polo évoque la Chine et ses denrées exotiques dans le Livre des Merveilles. Pendant longtemps, le commerce privilégie la voie terrestre de l'Asie vers l'Europe. Il faut attendre le XVIe siècle pour que les Portugais ouvrent une deuxième route des épices, maritime celle-là, dans le sillage de Vasco de Gama qui contourne le cap de Bonne-Espérance. C'est un Français, Pierre Poivre, botaniste et intendant de Louis XV, qui introduit les épices à Maurice. C'est en 1638 que l'île Maurice a connu ses premiers habitants. Et de 1638 à 1710, il y a eu ce qu'on appelle un comptoir hollandais ici. Mais les Hollandais étaient là rien que pour l'exploitation du bois d'ébène. Et ce sont les Français qui ont été véritablement les colonisateurs, les fondateurs, j'aime bien l'expression fondateur ou le colonisateur de l'île Maurice, et ce à partir de 1721. Ce jardin est une concession qui appartenait entre autres à Mahé de Labourdonnais, qui fut un grand gouverneur, et considéré ici comme un monument, parce qu'il est le vrai fondateur de l'île Maurice. Et bon, quand il est parti, il y a eu ce qu'on appelle un intendant, l'intendant Poivre, et qui a voulu convertir ce domaine en un genre de station expérimentale pour les épices. Le trafic des épices, si rémunérateur, attise la frénésie de conquête sur les routes maritimes. Ce commerce est annexé par les Hollandais à partir de la fin du XVIe siècle. Cherchant à contourner le monopole hollandais, Français et Anglais se livrent bataille de comptoir en comptoir dans l'océan Indien. En 1775, Poivre importe des mollusques muscadiers et girofliers sur l'île de France. Mais les espèces qui s'épanouissent le mieux dans le jardin pamplemousse sont le thé, le camphrier et les arbres fruitiers importés de Chine. Très vite, la canne à sucre érigée en industrie par les colons français, puis surtout anglais, devient la vraie richesse de l'île. L'abolition de l'esclavage oblige les grands propriétaires à rechercher une nouvelle main-d'œuvre. C'est ainsi que de Madras, Bombay ou Calcutta, 450 000 Indiens arrivent à Maurice pour travailler dans les plantations sucrières. Le métissage entre les descendants des esclaves africains et les colons européens forme aujourd'hui la population créole. Un melting pot qui vaut à la société mauricienne le surnom de peuple mosaïque. On évoque souvent à raison le petit miracle quotidien qui consiste à faire coexister sans heurts ces différentes communautés ethniques sur un territoire aussi exigu.
Mais le développement des mariages mixtes n'a pas encore eu raison de clivage qui faisait dire à Malcolm de Chazal, célèbre écrivain mauricien, que l'île cultive la canne à sucre et les préjugés. Avec près de 600 habitants au kilomètre carré, Maurice est l'un des pays au monde où la densité de population est la plus élevée. Difficile dans ces conditions de résister au béton, aux insectes et aux feux qui ont souvent raison des demeures à l'ancienne, dernières survivantes d'un passé révolu. À Chinatown, s'il règne un calme inhabituel dans ces ruelles d'ordinaire si animées, c'est que chacun se prépare à fêter le Nouvel An chinois. Arrivés dans l'île à partir de 1826, les Sino-Mauriciens originaires de Chine continentale ou de Hong Kong ne représentent qu'à peine 2,5% de la population. La fête du Nouvel An chinois, c'est le premier jour de l'an lunaire chinois. Alors la fête du printemps, c'est la plus importante fête traditionnelle des Chinois. Il y a 30 000 Sino-Mauriciens. La plupart sont des cantonais, des Hakka, des gens de la province du Canton qui vivent dans une grande harmonie avec d'autres communautés mauriciennes, tout en gardant leurs traditions. Les fins de semaine sont l'occasion pour les Mauriciens de se retrouver à la plage, toutes communautés confondues. Bien que très convoités par les hôtels de luxe qui grignotent chaque année quelques arpents de sable blanc supplémentaires, les autorités préservent une partie du littoral à l'intention du tourisme local. Le Mauricien, il est très fier de son pays, il a envie de le partager, il ne se sent pas envahi par le tourisme. Toutes les plages, même les plages qui sont devant les hôtels, sont publiques. Ils adorent aller sur la plage le week-end, comme ce week-end le Nouvel An chinois. Les familles aisées de la communauté chinoise ont investi l'hôtel pour célébrer la fête du printemps. Incontournable protagoniste de la célébration, le dragon multicolore et les volées de pétards qui éclatent dans la nuit pour faire fuir les mauvais esprits. À Flac, dans l'est de l'île, c'est jour de marché. Plus des 2/3 de la population d'origine indienne est de confession hindoue. Les autres appartiennent à la communauté musulmane. Hormis le créole, tous parlent la langue de leurs ancêtres, l'ourdou, l'hindi, le sanskrit, le tamil ou encore le bhojpuri. Il est probable que les habitants de la grande péninsule indienne ne comprendraient pas le bhojpuri mauricien, tant ce dialecte s'est modifié au contact des autres langues pratiquées dans l'île. À l'île Maurice, comme en Inde, règne la même ferveur pour Brahma, Shiva et Vishnu, les 3 divinités qui dominent le panthéon hindou, qu'il s'agisse de célébrations traditionnelles ou de cérémonies privées. Cette jeune femme, accompagnée de ses enfants, se rend au temple pour éloigner les forces du mal par ses offrandes et ses prières.
विश्वविराः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वृषदश्वामरुतः Cette prière, mes parents auraient dû la faire dans un délai de 40 jours après ma naissance. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors j'ai décidé de la faire maintenant, parce que cela nous a porté malheur à moi-même et à mes enfants. C'est pour cette raison qu'on a fait cette prière. J'étais née sous une mauvaise étoile, et c'est pour cette raison qu'il fallait que je fasse cette prière-là. Personne n'échappe au rite purificateur, pas même les voitures. Bien qu'éloignés de la mère patrie, les Indo-Mauriciens n'en gardent pas moins leur tradition et leur mode de vie. Quand on fait la prière, en premier, on offre de l'eau. L'eau, c'est pour apaiser Shiva. La mer étant empoisonnée, pour sauver le monde, le dieu Shiva a avalé tout le poison. Dieu ne nous a jamais demandé de lui offrir des noix de coco, des bananes et toutes sortes de choses. Dieu ne nous a jamais rien demandé. C'est de par notre dévotion que nous allons vers Dieu et que nous lui disons « Toutes ces choses que tu nous as données, je te les offre pour qu'avec ta bénédiction, elles deviennent encore plus sacrées. » Et nous les consommons avec encore plus de révérence. Om Kadale Garva Sambhutam Karpuram Tu Pradiptam Aradikyam Kurve Pashvam Varado Bhava Sharitam Namami Bhavam Bhavani Sada